Je dois dire que je ne suis jamais sortie du lycée alors qu'en fait, je suis déjà retraitée depuis 10 ans. J'en ai pas l'air, mais je fais tout pour justement rester une élève moi-même. J'étudie tous les jours. Tous les jours, je remets en question ce que je dois vous dire. Alors, j'ai fait de l'espionnage dans votre établissement. Ça veut dire, je vais photographier votre frise et j'espérais qu'aujourd'hui, il y aurait des élèves qui l'ont créé pour me dire quelle était leur intention. L'intention, ça veut dire décorer le lycée ou bien provoquer chez les visiteurs comme moi l'envie de déchiffrer ces signes. Car quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lettres connues ou des lettres qui ressemblent à des lettres connues, quand on est, comme moi, une historienne de l'écriture, on est mal à l'aise. Et vous me direz après ce que vous ressentez, parce que j'ai l'impression qu'on a voulu mélanger toutes les écritures, emprunter à beaucoup d'écritures différentes pour les faire vivre ensemble. Vous me direz si j'ai raison. Alors, j'avais prévu aussi de vous parler de mon voyage à Alexandrie. Parce que là aussi, on a eu l'idée de mélanger toutes les écritures. Alors, j'ai intitulé mon image « Les écritures du monde ». Alexandrie est une très grande bibliothèque qu'on a construite évidemment dans les temps modernes, récemment, mais en hommage à la bibliothèque qui, dans le monde antique, était la plus grande bibliothèque au monde. Et savez-vous comment on l'a équipée de livres, qui à l'époque étaient des rouleaux de papyrus. Chaque fois qu'un bateau accostait, il y avait des manuscrits à bord, on les subtilisait, on les prenait, on prenait le temps de faire des copies, on rendait les copies à ceux qui transportaient et on gardait les originaux. Et là, c'est la brûlée. Ça, je ne peux pas vous raconter, ce n'est pas le sujet de ma conférence, mais vous aurez envie de savoir comment a terminé cette bibliothèque qui, évidemment, n'existe plus, mais dont on essaye de retrouver les traces et en tout cas d'essayer d'attirer du monde entier des gens. Moi-même, j'ai envoyé des livres que j'ai publiés et j'ai invité des conférenciers, des conservateurs de cette bibliothèque à Nice. Et c'est comme ça que j'ai été invitée moi-même à parler un quart d'heure des origines de l'alphabet à Alexandrie. J'ai trouvé que c'était une expérience exceptionnelle. Mais on m'a dit, à condition d'avoir photographié moi-même les inscriptions dont je vais parler. Car très souvent, les conférenciers utilisent des photos qu'ils ont trouvées dans les livres et parlent comme si c'était eux qui avaient tout découvert. Ils avaient raison. Ils m'ont lancé un défi, et c'est comme ça que je suis partie toute seule en Égypte. Je vous raconterai au fur et à mesure de la conférence. Alors, bien sûr, j'ai fondé l'association Alphabet il y a plusieurs années, il y a plus de 25 ans. D'habitude, j'annonce sous mon titre, présidente fondatrice, que je connais le français, puisque je suis née en France, j'ai appris l'hébreu à l'âge de 10 ans, l'anglais bien sûr, ça fait déjà 3, mais j'ai aussi commencé à apprendre l'arabe, parce que j'ai compris que c'était absolument nécessaire pour justement dialoguer avec ceux qui vivent avec nous, parce qu'en fait j'ai 2 nationalités. Je suis née en France, mais je suis partie en Israël en 1950, et tout ça, je vais vous raconter en détail, car c'est une expérience assez exceptionnelle. C'est la première fois que j'en parle, d'ailleurs. C'est M. Leroux qui m'a demandé de parler de ma vie, de mon itinéraire. Et évidemment, comme mes parents parlaient yiddish à la maison, j'ai appris yiddish à les entendre parler. Et c'est là que j'ai compris que c'était en fait de l'allemand. Et j'ai aussi étudié au moins 1 an l'allemand à l'université pour voir la différence entre le yiddish et l'allemand. Alors, nous allons voir que
j'ai construit en 3 parties. Vous allez donc avoir aussi l'autorisation, et même je vous y engage, à poser des questions, soit en cours de route, soit à la fin de chaque partie. La première étant mon itinéraire, c'est-à-dire ma vie. La deuxième, la comparaison entre les 2 langues et les 2 écritures. Et la troisième partie, les origines égyptiennes de l'alphabet. Vous verrez, vous pouvez d'ailleurs commencer à écrire les questions que vous voulez poser, même dès maintenant, et puis je vous donnerai la parole. Alors voilà. En fait, l'histoire qui me concerne est déjà dictée par ce 23 août 1939, le pacte germano-soviétique de non-agression entre l'Allemagne et la Russie. Parce que comme mon père était communiste, à ce moment-là, on a décrété que tous les communistes étaient traîtres à la nation française, parce qu'ils étaient collaborateurs, ils étaient au service de l'URSS, et donc on les a mis en prison. Et moi, je suis née le 29 novembre 1939. La guerre était déjà déclarée, je suis donc née en pleine guerre, et on a libéré mon père, grâce à ma venue au monde, on peut dire. Tous les hommes de la même maison, la Cité Nouvelle, où j'ai grandi, jusqu'à l'âge de 10 ans, ont été emprisonnés. Voilà mes parents. C'est une photo assez exceptionnelle de Jean Viers, qui, en fait, non seulement est important dans ma vie, mais aurait dû être important dans l'histoire même de l'éducation nationale, vous le verrez par la suite, il avait eu une idée assez originale avant la guerre, en 1936, vous le verrez, pour aider les élèves à choisir leur orientation. C'est ce qui vous préoccupe le plus pendant vos études. Quel métier allez-vous exercer? Vous allez voir. Et ma mère, il l'a rencontrée aussi dans la Cité Nouvelle. Elle n'habitait pas dans la Cité Nouvelle, c'est-à-dire en fait une sorte de maison où on vit en collectivité. Ce n'est pas un kibbutz ni un kolkhoz, ni un phalanstère, mais c'est à peu près ça, c'est-à-dire des gens qui décident de vivre ensemble, de partager les tâches et de vivre ensemble. Et alors le dimanche, ils recevaient justement des amis de l'extérieur pour des activités culturelles. Vous recevez les conférenciers pour une fois par mois, c'est ça? Et eux, tous les dimanches, ils avaient ou une conférence, ou un déjeuner sur l'herbe, mais toujours sur un thème. Mon père est né en 1908 à Paris 14e. Mais déjà, lui-même était un croisement, vous voyez, d'Alsacien et d'Auvergnat. J'ai découvert en allant voir la cousine germaine de mon père, longtemps après sa mort, qu'elle parlait le dialecte alsacien et que je comprenais tout grâce au yiddish. Alors que c'est la branche, justement, que j'indique, catholique, pratiquante. La cousine de mon père jouait de l'harmonium à l'église de Ingersheim, en Alsace. Et pourquoi mon père abandonne-t-il la religion? Ça, c'est déjà une étape dans sa vie qu'il va transmettre à sa fille, alors qu'il est mort quand j'avais 5 ans. C'est l'idée qu'on ne puisse pas accepter que tous les hommes ont les mêmes droits, les mêmes qualités. Il a entendu à Lourdes, pendant son pèlerinage, 2 dames dire « Comment laisse-t-on entrer un noir dans ce lieu saint ?» Et il a dit « Ce n'est pas ma religion, je ne peux pas l'accepter. » Alors on appelle ça apostasier, c'est-à-dire renoncer, refuser la religion. Par la suite, il est devenu communiste. Alors, il correspondait en espéranto justement avec le monde entier, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi aussi dans cette idée qu'il n'y a pas de frontière, ni entre les peuples, ni entre les pays.
Et j'ai continué à vivre comme ça. Je vais dire deux mots sur l'espéranto. Ils ont une question? Non, moi, qu'est-ce que c'est l'espéranto exactement? Ah, mais je vais l'expliquer tout à l'heure. Okay. Il y a une diapo pour ça. Mon père était tellement tourné vers les jeunes qu'il a fondé, vous voyez, un mouvement qu'il a appelé les castors. J'ai encore revu ça à la télévision récemment. Les castors sont capables, avec leurs petites dents, de tronçonner un arbre de 50 cm de diamètre. Incroyable. Et de construire des barrages, etc. Et tout ce qu'il fait. Et il a décidé d'appeler ce mouvement les castors. Donc, il avait envie de transmettre, comme moi. J'ai commencé à enseigner, je crois que j'avais à peine 12 ans. J'ai donné mes premiers cours de calcul à un petit garçon, parce que mon père adoptif par la suite a dit « Tu comprends, tu demandes des livres, et c'est trop cher. » Alors j'ai dit « Je payerai mes livres » et j'ai commencé à enseigner comme ça. Il a écrit, mon père, 2 romans d'anticipation. Belle journée en 1936 et La Cité des enfants en 1941, en pleine guerre et sous l'occupation. Alors, Belle journée, il a pensé déjà, avant les vers, qu'il fallait remettre à jour, c'est-à-dire faire couler à ciel ouvert la Bièvre, qui prend ses sources très loin là-haut vers Saint-Cyr, et qu'on puisse faire du canoë, descendre la rivière jusqu'à la Seine. Encore aujourd'hui, il y a des adhérents d'une association, j'ai découvert ça par la suite, qui sont les amoureux de la Bièvre et qui font des marches, 3 marches, une qui part à minuit de Notre-Dame et qui toute la journée marche jusqu'à la source, une autre qui part au lever de la lune, et l'autre au soleil, au lever du soleil. Alors cette marche-là, je l'ai faite quand même, 21 km, pour voir cet itinéraire magnifique, mais on ne voit pas toujours la Bièvre, parce qu'elle est cachée sous la terre. Elle passe parfois sous les maisons. Et lui, il avait déjà eu cette idée, vous vous rendez compte, en 1936. Maintenant, il y a une base de loisirs, mais c'est tout. On n'a pas réhabilité la Bièvre en entier. Alors là, j'arrive au livre qui devrait vous passionner. Il s'intitule La Cité des enfants, roman d'anticipation. En fait, il était allé en URSS, justement, en 1937, avec Georges Sardou, le grand cinéaste, l'historien du cinéma aussi, et il avait vu là-bas ce qu'on faisait pour la jeunesse. Il a eu l'idée, en rentrant, d'écrire ce livre et de prospecter un terrain près de Paris, pour y construire une petite cité, on peut dire, c'est-à-dire qu'en réduction, la carte de France, pour déjà initier aussi les enfants à la géographie. Et à l'intérieur, ils voyaient, projet, voyez, de parc de culture, d'orientation et de loisirs, pour les enfants de la région parisienne, lieu de promenade, centre de distraction et sport, et il dit aussi exposition, musée, mais ce qui est de plus important, centre d'orientation professionnelle. Dans chaque maison qu'il a commencé à dessiner, qui correspondait à des lieux précis en France, il avait vu que les enfants pourraient observer comment le métier se déroule. C'est-à-dire, par exemple, comment on fabrique le papier. Alors, le papier, il a choisi, vous voyez là, il a choisi Angoulême, non? Et puis, pour les artistes, à Toulon, et le cinéma à Nice, parce qu'ils savaient déjà qu'il y en avait un lieu où on pouvait tourner des films. Bon. Vous voyez, il a même marqué, j'ai photographié son écriture. Déjà, il avait pensé que si les enfants voyaient comment se déroule le métier, ils pourraient peut-être avoir envie de l'exercer. Ce qu'on ne fait pas là, il y a l'orientation pédagogique, il y a l'orientation professionnelle, il y a des stages en entreprise, mais est-ce que ça suffit? C'est pas suffisant.
Alors voilà, j'arrive à l'espéranto. Parce que cette année, on a fêté justement à l'UNESCO, le lundi 11 décembre, le centenaire de la mort de ce grand linguiste qui a inventé une langue. Une langue évidemment inspirée du latin, mais inspirée un peu du polonais, mais où il sera plus facile de conjuguer les verbes, de savoir ce qui est masculin, féminin. Il a simplifié au maximum pour que tout le monde puisse apprendre facilement cette langue et écrire et parler avec les gens du monde entier. Et il avait appris cette langue. Bien sûr, il était aussi collectionneur de timbres, donc philatéliste, et ça l'a aidé à correspondre avec beaucoup de gens. Moi-même, j'ai reçu encore des lettres après sa mort de Bulgarie, on savait que j'existais, on m'a dit si le père n'existe plus, alors au moins que la fille réponde. Elle s'était écrit à la fois en espéranto et en français. Zamenhof est très important dans l'histoire non seulement de la linguistique, mais même en rapport avec la renaissance de la langue hébraïque. Parce que celui qui a été à l'origine de l'idée qu'on devait de nouveau parler l'hébreu dans la vie quotidienne a rencontré Zamenhof. Et malgré ses opinions qu'il fallait une langue pour tout le monde, il l'a encouragé, Eliezer Ben Yehuda, a milité pour cette langue. Nous allons voir à travers ma conférence que choisir une langue, choisir un mode d'expression, c'est aussi conserver son identité ou renouer avec ses sources. Cette idée est très importante. Alors ma mère, elle parlait, vous allez voir, 6 langues. Elle est née à Lutsk, on prononce Lutsk. C'était à l'époque la Pologne, mais aujourd'hui l'Ukraine, dans une famille juive très pratiquante. Mon grand-père allait tous les vendredis à la synagogue, bien entendu. Mais il était tolérant. Tolérant pour ses enfants, et il les laissait vivre leur vie. Tout ce qu'il voulait, c'est quand même qu'ils fassent des études. Et ma mère a voulu faire des études d'infirmière. Alors, elle voulait aller à Varsovie. Ses parents lui ont dit non, il y a trop d'antisémitisme à Varsovie. Heureusement, elle avait un frère qui était déjà parti à Toulouse pour faire des études d'ingénieur chimiste. Et c'est comme ça qu'elle est venue en France pour faire ses études d'infirmière. Et tous les deux ont été sauvés, évidemment, du génocide perpétré par les nazis. Elle parlait donc à la maison le yiddish, elle parlait aussi le russe, sans doute aussi l'ukrainien, qui ressemble beaucoup au russe, mais qui n'est pas tout à fait pareil, le polonais, l'allemand, le français, et elle a appris l'hébreu, comme moi, quand nous sommes partis en 1950 en Israël. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle a fait ses études dans un lycée russe. Donc, en fait, elle a étudié toutes les matières en russe, alors que ce n'était pas sa langue maternelle. Sa langue maternelle, c'était le yiddish, le vieil allemand, parlé par les juifs. Vous saisissez tout l'effort qu'il faut faire. Mais justement, quand on apprend une langue slave, quand on parle une langue slave, on a une oreille beaucoup plus ouverte aux autres langues. C'est les langues slaves qui donnent à l'oreille ce qu'on appelle l'éventail des sons le plus large. Et c'est eux qui ont la possibilité d'apprendre plus facilement les langues étrangères. Ah, pardon, je suis revenue en arrière. Alors, maintenant, la Cité Nouvelle, je ne veux pas trop en parler parce que nous sommes en retard. Hein. Mais je dis que c'est quand même un endroit très international, puisqu'on y accueillait, vous voyez, pour des raisons politiques, des juifs russes et polonais, des hongrois, des roumains, des espagnols. Vous vous rendez compte, avant la guerre, cette cité a été fondée et on y accueillait les réfugiés. Quand on pense aux difficultés qu'aujourd'hui éprouvent les réfugiés à trouver des maisons qui les accueillent, un lit, à manger. Et là, on recevait des réfugiés, mais surtout, il y avait une éthique. On voulait non seulement ouvrir à tout le monde, mais aussi avoir une meilleure vie. Avant la guerre, quand on sait que la pollution qui existe aujourd'hui à Paris, et déjà avant la guerre, vivre en plein air, c'était très important. Donc,
Ici, j'ai une photo magnifique où je figure, d'ailleurs, ça va vous amuser de me voir toute petite, là, avec des enfants et mes cousins, Paul et Jacques Viers, et puis Alain Marais, je me souviens de leur nom. J'ai encore des contacts avec ces enfants, alors je suis partie loin, je suis revenue, mais c'était comme une famille. Ça veut dire que je ne me suis jamais sentie dans une petite cellule enfermée, papa, maman et les enfants. Nous étions à peu près une dizaine d'enfants dans cette maison, et maman figure aussi sur cette photo. Bon. Alors, je dis que c'était un paradis. Maintenant, vous allez savoir que mon nom, au départ, mon prénom, c'était René, à la mémoire de René Sanson, qui est tombé dans la guerre d'Espagne, engagé dans les brigades internationales, vous vous rendez compte, à l'âge de 22 ans. Donc, on m'a donné son prénom. Et les activités de mes parents étaient très importantes pendant la guerre, puisque non seulement ils étaient engagés dans un réseau de résistance, mais aussi ils risquaient leur vie puisqu'ils sont restés en zone occupée et ils ont donné des renseignements aux Alliés sur le mouvement des troupes allemandes. Et moi, je servais de couverture, on peut dire. Papa m'emmenait dans les bois pour aller ramasser des marrons. Hein. Mais en réalité, c'était pour observer le passage des trains au passage à niveau. Alors, voilà où nous étions. Donc à Mont-de-Marsan, à peine à 15 km de la frontière avec la zone libre, et évidemment, à tout moment, pendant qu'on faisait passer, pour sauver justement des résistants ou des juifs, la ligne de démarcation, nous aurions pu être arrêtés nous aussi et partir pour les camps. En Pologne, la situation est encore pire. Vous voyez ici, à Lutsk, on a dès juillet 1941, massacré tous les juifs de la ville, qu'on a d'abord enfermés dans le ghetto, et donc j'ai appris très tard ce qui était advenu à ma famille. Maman n'a jamais voulu m'en parler, elle m'avait même pas dit que j'étais juive, parce qu'elle ne voulait pas parler de cette période. Donc j'étais une Française comme tout le monde, et j'allais à l'école communale, et je faisais des études dans une école communale française à Châtenay-Malabry. Voilà ma famille maternelle et je suis en train d'écrire un livre justement pour la famille, pas pour publier, mais sans doute je le déposerai aussi au musée de la Shoah, le musée qui raconte le massacre par les nazis. Donc, sont restés en vie uniquement de toute cette famille 3 personnes, et le frère aîné, ici, ma mère, je le ressens parfaitement, plus je vieillis, plus je deviens comme ma mère, et puis les 2 jumeaux, un seul, qui lui est parti comme pionnier en Israël. À l'époque, c'était la Palestine britannique. Donc, le 18 décembre, juste à la fin de la guerre, mon père est mort de maladie de la tuberculose. Et le 20 mars 1950, ma mère décide, elle a rencontré un ami d'enfance qui lui aussi était parti comme pionnier. Et il lui dit, je vais t'épouser et j'adopte ta fille. Et c'est comme ça tout d'un coup que d'un jour à l'autre, je change de pays, je change de langue et je change d'identité. Donc, on me donne aussi un prénom hébraïque, Rina. Et ça, c'est intéressant, parce que les consonnes seules ne changent pas, juste les voyelles. Or, dans les langues sémitiques, c'est les consonnes qui comptent, et pas les voyelles. Donc, de renaître, je deviens Rina, je roule les airs comme on doit le faire dans les langues sémitiques, en arabe, en hébreu, et parce qu'en arabe aussi, on dit Reina pour dire chanson. Finalement, j'ai un nom extraordinaire qui correspond à ma personnalité. Chanson, joie et louange. Mais vous vous rendez compte, changer tout ça d'un jour à l'autre, ce que j'ai traversé. Je rêvais encore que mon père, même Jean Viers, parlait hébreu, parce que pour moi, c'était comme une trahison par rapport à mon passé. Alors là, vous avez tout le mouvement des Juifs qui vont vers Israël,
les Juifs rescapés entre le 15 mai et le 31 décembre 1970. Donc, moi-même, je suis une immigrée. On nous a même offert le voyage. Je suis partie avec ma mère pour ce pays. Et maintenant, je vais vous dire quelques mots de la création de l'État d'Israël. Sauf si vous avez des questions sur cette partie-là, sur ma biographie. Qui avait créé la Cité Nouvelle? Qui l'a créé, la Cité Nouvelle? Ah, qui l'a créé? Marcel Frédou. C'est un personnage très intéressant qui avait décidé que pour survivre à la maladie, la tuberculose justement, il devait vivre en plein air. Mais en même temps, il s'est engagé comme communiste dans le mouvement, et il y avait d'ailleurs une cellule communiste dans la Cité Nouvelle, donc il y avait des réunions politiques. Alors, il a recruté, il a loué cette maison avec un immense jardin, et puis effectivement, il a mis des annonces dans différents journaux, et il a recruté comme ça de nouveaux membres de la Cité. Le mot nouvelle voulait tout dire, ça veut dire que c'était une manière nouvelle de vivre. Je l'ai eu par une élève, quand elle a vu dans mon livre ici, j'ai mis que justement je suis née en 1939. Il y a ma photo, il y a ma biographie, et à la fin. Et à ce moment-là, j'ai répondu, c'est le fait que mes parents soient engagés dans la résistance que j'ai échappé aux arrestations. Parce que sinon, ma mère aurait pris l'étoile jaune, elle a voulu se déclarer à la mairie de Mont-de-Marsan, et on lui a dit, Madame, c'est pas pour vous, parce que le maire, heureusement, était aussi communiste, et il savait les activités de résistance de mes parents, et c'est comme ça qu'on a échappé. Oui, c'est une question très, très importante. Absolument. Alors, l'État d'Israël a été créé, mais vous voyez, le 14 mai 48 seulement, il y a eu des projets avant, et c'est surtout en 1917, quand l'Empire ottoman perd l'emprise sur cette région, les Français et les Anglais se partagent. Et donc, il y a déjà un premier partage de ce qu'on appelle maintenant la Palestine britannique. Il y a un premier partage, je vous montre ici, entre Transjordanie et Cisjordanie, les deux côtés du Jourdain. Donc, un côté du Jourdain, la Transjordanie, devient le royaume de Jordanie. Tandis que la Transjordanie, la Cisjordanie, pardon, le côté ouest, entre le Jourdain et la mer, c'est ce qu'on va prendre comme territoire pour proposer le 29 novembre 1947 un plan de partage. On n'a pas créé l'État d'Israël à l'ONU, mais l'ONU a voté une proposition de plan de partage. Je vais vous montrer la carte tout de suite. Et à ce moment-là, les Arabes ne sont pas d'accord de laisser les Juifs créer un État, et il y a déjà des incidents entre Arabes et les Juifs de cette partie-là. Alors, voilà la carte. C'est très important de savoir que, en fait, vous voyez, toute cette partie-là est devenue le royaume de Jordanie, alors que la Palestine britannique était des deux côtés du Jourdain. Maintenant, si vous regardez, ce n'était pas viable. L'État arabe devait être en trois parties. La bande de Gaza et une partie du Sinaï. Et puis, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que Jérusalem et ses environs avaient été décrétés zone internationale, pour pas qu'il y ait justement de conflits sur les lieux saints. Ils sont considérés sacrés par les juifs, par les musulmans et les chrétiens. Donc il y a au moins trois religions importantes, et c'est pourquoi on avait décidé à l'ONU de ne pas attribuer à qui que ce soit. Or, vous savez encore aujourd'hui qu'il y a ce conflit, puisque vous entendez à la télévision et à la radio
que les États-Unis veulent maintenant transférer leur ambassade à Jérusalem. Et on s'y oppose alors qu'Israël a toujours décidé que Jérusalem était sa capitale. Mais comme l'État palestinien à venir considère lui aussi que Jérusalem est sa capitale, vous voyez la difficulté et tout cela est encore en pourparlers. Alors, les Arabes s'opposent et dès le lendemain, 29 novembre, ils attaquent les agglomérations et assiègent Jérusalem. Les Anglais quittent la Palestine le 15 mai et à ce moment-là, la veille, parce qu'ils partaient un samedi, et que le jour du samedi est sacré dans le judaïsme pour ceux qui sont pratiquants, donc Ben Gurion a décidé l'après-midi, de la veille de départ des Anglais, de proclamer, après un micro, comme si moi je prends un micro et puis je décide que cette classe, elle est à moi définitivement. Et voilà les frontières, et en se basant bien sûr sur le plan de partage de l'ONU. Tout de même, il fait un appel. Moi, je vais faire un appel aux élèves. Vous pourrez venir me voir. Vous pourrez même habiter à côté de moi. Vous pourrez, dans le couloir, avoir aussi votre place. Mais évidemment, les Arabes n'ont pas accepté une chose pareille. Donc, dans la nuit même de la proclamation du 14 mai, la guerre a éclaté. Et là, 7 pays voisins ont attaqué Israël. Alors, maintenant, la guerre se termine en 1948 par des accords de cessez-le-feu. Donc le premier accord a été signé avec l'Égypte, c'était au mois de février 1949, et ensuite avec les autres pays. Et voilà la situation, elle n'est pas du tout comme celle qui avait été prévue par l'ONU. Donc en fait, si vous voulez, Israël a en quelque sorte obtenu plus de territoire qu'il n'avait prévu. Alors, là, vous avez le mouvement des populations, c'est-à-dire les réfugiés arabes. Les pays voisins ont annoncé vous venez chez nous, vous réfugiés, en attendant que nous rayions de la carte Israël et nous jetions les Juifs à la mer, donc vous venez vous réfugier. Alors, beaucoup ont cru, beaucoup ont eu peur aussi, parce qu'il y avait quand même eu des attaques de Juifs contre les villages arabes. Il y a eu aussi des massacres, je dois dire la vérité, j'ai enseigné ça à mes élèves. Il y a eu quand même des événements très graves qui ont fait croire aux Arabes qu'ils ne pouvaient pas rester. Alors ils sont partis, ils se sont enfuis et pendant des années et des années, ils sont restés dans des camps, vous voyez, à la fois au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Égypte. Surtout la bande de Gaza qui appartenait à l'Égypte. Ah, pardon, je suis revenu en arrière. Bon, alors, il ne faut pas tenir compte que du problème arabe, à savoir qu'il y a eu une fuite et une émigration et des Arabes qui sont allés vivre dans des camps. Il y a eu aussi, et ils appellent d'ailleurs ce jour la Nakba, c'est-à-dire le jour de la catastrophe. Pour eux, la création d'Israël, c'est la catastrophe. Mais il y a eu un autre mouvement parallèle, c'est-à-dire celui des Juifs qui vivaient depuis des siècles dans les pays arabes et qui ont été obligés de partir et de venir ou se réfugier en Israël ou sont partis ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont venus se réfugier aussi en France. Donc vous voyez ici les chiffres. Je ne peux pas trop m'arrêter. Et voilà. En 1958, encore un événement dans ma vie. J'avais à peine, quand j'ai épousé mon mari, je n'avais même pas l'âge de 18 ans. Donc j'ai demandé une autorisation spéciale. Il m'a manqué quelques jours parce que je n'étais pas majeure. Parce qu'en Israël, la majorité est donnée à 18 ans. Donc on a déjà le droit de vote et on va à l'armée. Et j'ai épousé justement un juif qui, lui, parlait à la maison arabe. Son père était d'origine turque et égyptienne et sa mère marocaine. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait facile de vivre dans un pays où il y a quand même 70 langues et où l'hébreu était la seule langue qui pouvait réunir tous ces gens-là. Ça veut dire servir de langue de communication quotidienne.
Et il parlait aussi le judéo-espagnol. Pourquoi? Parce que justement, en 1492, quand on a chassé les Juifs d'Espagne, où on les a obligés à se convertir au christianisme, au catholicisme, beaucoup sont partis et ont essaimé, ont vécu dans tous les pays méditerranéens, y compris l'Afrique du Nord, et ont continué à parler cette vieille langue, donc l'espagnol du Moyen-Âge, et écrite en caractère arabe, en caractère hébraïque, pardon. Alors moi je vivais dans ce quartier aussi de Haïfa, mais mon mari vivait dans le quartier arabe. Il a été sauvé par les Arabes, parce qu'il était très aimé, sa famille était très appréciée par les voisins arabes, et quand ils ont su qu'on voulait assassiner les Juifs qui vivaient dans ce quartier, ils sont venus les prévenir. Donc il faut dire que Haïfa est une ville où ont toujours vécu en bonne entente les Juifs et les Arabes. Alors là, je vais bientôt finir la première partie, hélas, vous vous rendez compte, c'est-à-dire quels sont les mouvements actuels, à la fois en Israël et à Paris, pour bien montrer qu'on peut apprendre les deux langues pour parler en paix. C'est un mouvement exceptionnel qui a sa base à Paris, mais il a sans doute d'autres liens. Et là, j'ai pris une photo d'un magazine en Israël qui est destiné aux enfants, qui est bilingue, en hébreu et en arabe. Et puis, le mouvement de la paix maintenant, c'est le mouvement qu'ont fondé les intellectuels israéliens, dont Amos Oz, et j'ai traduit 3 livres d'ailleurs de Amos Oz du français en hébreu, de l'hébreu en français. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que déjà en 1925, un grand penseur, philosophe, Martin Buber, qui avait associé à son mouvement Albert Einstein, pour une bonne entente entre juifs et arabes. Et il avait demandé, quand ils ont fondé l'université hébraïque de Jérusalem, où j'ai fait mes études, cette université a été fondée bien avant la création de l'État d'Israël, en 1925. Il a demandé que les Arabes soient aussi acceptés comme étudiants dans cette université. Et Albert Einstein a refusé d'être le premier président de l'État d'Israël quand on lui a proposé, sans doute aussi pour des raisons politiques. Voilà. Pourquoi Albert Einstein n'avait pas voulu être président? Je pense que c'est pour des raisons politiques. Et, parce que justement, il était militant pour la paix et il a sans doute... je ne suis pas sûre. Hein. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir, mais c'est une très bonne question. Parce que vous savez que lui, quand il a su que les nazis voulaient exterminer les juifs, il a quitté l'Allemagne. Il a même abandonné sa nationalité, puis ensuite il l'a reprise. La biographie d'Einstein est beaucoup plus intéressante que la mienne, mais nous verrons. Bon, il y a une autre? Je devine la question. Est-ce que la Palestine appartient aux Arabes ou aux Juifs, c'est ça? C'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Bon. Alors, ça c'est une autre conférence, mais je pense qu'on va m'inviter à parler de nouveau. Pourquoi? Palestine est un nom qu'on a donné à ce territoire depuis la conquête des Romains, pour faire oublier le lien entre les Juifs et leur patrie. Donc avant, ça s'appelait la Judée, par exemple, et de là vient le mot juif. Mais, si vous voulez, ça ne s'appelait pas Palestine tout le temps. C'est les Britanniques qui ont redonné ce mot, et, comme je vous disais, la Palestine était des deux côtés du Jourdain. Donc, en quelque sorte, les Arabes qui vivaient sur ce territoire, entre le Jourdain et la mer, effectivement, auraient dû se mettre d'accord avec les Juifs pour avoir 2 États, et ce que je n'ai pas précisé, c'est très intéressant votre question, en accord, c'est-à-dire en confédération. On avait prévu 2 États, un État juif et un État arabe, sur le même territoire. Ils avaient bien posé la question. Or, maintenant, toute la discussion, justement, en Israël, parce qu'il y a les partis extrémistes qui s'opposent complètement à donner une autonomie aux Palestiniens,
Et ça aussi, c'est un problème. Pourquoi ils ont pris ce nom palestinien et pas, ils ne sont pas restés arabes tout court? Précisément, ils ont pris conscience qu'ils avaient aussi une identité par rapport à l'identité juive israélienne. Donc, ils se sont constitués, si vous voulez, une spécificité, on peut dire. Hein? Et c'est à partir surtout de 67. Alors, c'est très complexe cette histoire, mais vous posez la bonne question. Il s'agit maintenant de se mettre d'accord. Il y a deux camps, à la fois dans le camp israélien et dans le camp arabe, pour qu'on crée un État binational. Ça ne sera pas une confédération comme on avait prévu dans le plan de partage à l'ONU, mais une façon de vivre côte à côte et justement de développer sur le plan économique et pas la situation actuelle où les Arabes ne veulent pas l'existence de l'État d'Israël. Maintenant, ils la reconnaissent parce qu'on est là, mais en fait, vivre côte à côte, c'est pas facile. C'est pas facile pour différentes raisons. Parce qu'Israël a conquis, vous savez, a colonisé beaucoup de territoires à l'intérieur de ce qui devait devenir l'État arabe. Vous avez compris. Voilà. Pour des raisons à la fois religieuses, politiques, on les a mis devant le fait accompli. Pourquoi, si jusqu'à là, Pourquoi cette guerre est-elle permanente? jusqu'à maintenant, ça fait 60 ans ou plus, je crois. Je ne peux vous répondre qu'une chose. Elle est permanente parce que justement, ceux qui vivent dans les camps vivent dans une situation très misérable et Israël les enferme dans cette situation. Hein, et ils se révoltent, ils font des actes de terrorisme, de sabotage parce qu'ils veulent s'en sortir. Mais si vous voulez, il y a des régions plus peuplées d'Arabes, par exemple, même en Israël, dans le nord, par exemple, la Galilée, c'est là où je devais moi-même devenir professeur, et à partir de Nazareth et vers le nord, et on avait toujours peur qu'ils se rallient aux pays voisins et qu'ils soient contre Israël. C'est une situation qui s'envenime, qui s'enfonce, je suis bien d'accord avec vous, et il est difficile d'en voir la fin. Parce que dans les deux camps, il y a les extrémistes qui disent c'est pour nous et pas les autres. Et puis, il y a dans les deux camps ceux qui veulent se rapprocher. Il y a par exemple des mères qui ont perdu un fils, à la fois dans le camp palestinien et dans le camp israélien, et ces mères dialoguent. C'est aussi une façon de vouloir arrêter la guerre. D'ailleurs, c'est les femmes d'Égypte qui ont beaucoup influencé sur la décision des Égyptiens de cesser la guerre contre Israël. Donc il y a quand même deux pays, la Jordanie et l'Égypte, qui ont accepté de signer des accords de paix. C'est pas tout à fait perdu, mais effectivement, la situation est très difficile. J'ai appartenu à un mouvement de gauche, qui s'appelle le Shomer HaTzaïr, le jeune gardien, qui existait déjà même en Ukraine. Hein. C'est-à-dire, en fait, un mouvement marxiste presque, pas communiste, mais marxiste, et qui voulait le rapprochement, bien sûr, entre les Arabes et les Juifs. Et j'ai continué à militer, si vous voulez, à votre âge, pour une meilleure compréhension. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de baigner dans beaucoup de langues à la fois? Eh bien, justement, le refus du nationalisme, le fait de baigner dans plusieurs langues dès mon enfance, et après, j'ai refusé de rester dans une idée, je dirais, comme que seul Israël est le meilleur pays, le plus beau, et qu'elle a donné, bien sûr, ça serait très joli de pouvoir enseigner la démocratie à tout le monde, mais les pays arabes ne sont pas tous des pays démocratiques.
Alors donc, si vous voulez apprendre des langues, c'est d'abord avoir un regard plus ouvert vers l'autre. Donc je disais même à mes élèves qui apprenaient le français, parce que j'étais professeur de français et d'hébreu en Israël, je disais à mes élèves, pourquoi vous n'apprenez pas l'arabe? Nous sommes en fait entourés et nous vivons avec des Arabes, il faut pouvoir communiquer avec eux. Apprendre une langue, c'est apprendre à échanger avec l'autre. C'est ça ma réponse. Bon, alors maintenant, l'arabe et l'hébreu sont deux langues dans une même famille de langues sémitiques. Là, c'est le verbe beaucoup plus savant. Et je vous ai mis quand même les dates. L'hébreu remonte au Xe siècle avant Jésus-Christ, à peu près au moment où on considère que la Bible commence à être rédigée, tandis que l'arabe, 7e siècle de notre ère. Vous voyez la différence. Mais ce n'est pas la période qui les sépare qui compte. C'est au contraire, en fait, c'est la famille qui les rapproche. La famille de langues qui, comme vous le voyez ici, nous avons uniquement pour les langues indo-européennes tout ce qui est en jaune, mais en orange, la famille des langues afro-asiatiques. Parce que le mot sémitique n'est plus employé actuellement. On employait camito-sémitique pour les langues qui appartenaient à la fois à l'Afrique, du nom de Ham, c'est-à-dire le fils de Noé, et Sem, sémitique pour les langues du Proche-Orient. Mais les linguistes ont préféré donner maintenant une appellation plutôt géographique. Donc cette carte pour vous est très importante, car vous voyez non seulement l'expansion de l'arabe dans le continent africain et dans la presqu'île d'Arabie, mais il y a beaucoup de musulmans à travers le monde qui parlent arabe, qui ne sont pas arabes, mais qui lisent l'arabe, c'est-à-dire parlent quand ils prient, ou qu'ils lisent le Coran. Car Coran veut dire lit. Lire, c'est du verbe lire. Alors là, vous avez une carte beaucoup plus détaillée. Cette carte vous montre que même dans la région de l'Afrique du Nord, il y a encore des îlots de berbères. Or, le berbère est une langue différente, mais qui quand même appartient à la même famille des langues afro-asiatiques. Et vous voyez que le berbère a même, j'espère que la carte le montre, normalement, oui, une petite oasis en Égypte où on parle encore berbère. Alors, il y a beaucoup de choses à découvrir à travers mon diaporama, mais il vous restera quelque chose. J'ai déposé des livres que vous pourrez consulter à la bibliothèque. Cependant, cet arbre généalogique, vous ne l'aurez pas. Alors, si vous voulez, je vous l'enverrai parce que c'est quand même très intéressant. Vous avez... Ah! Non, ça va, c'est parce que j'ai appris. Voilà. Alors, on peut voir ici camito-sémitique, sémitique commun. On va arriver jusqu'à l'arabe quand on passe par toutes ces étapes. Vous voyez, au 7e siècle. C'est un schéma qui a été dessiné par les linguistes qui travaillent à l'Institut du monde arabe. Alors on va voir ce qui se passe, parce que moi je vais vous parler de l'ouest sémitique, du cananéen et de l'hébreu. L'hébreu et le phénicien, vous voyez à peu près, s'écrivent de la même façon. Mais en réalité, l'écriture arabe dérive de l'écriture araméenne. Donc il ne faut pas confondre entre langue et écriture. Nous verrons ça. C'est pas si simple, mais là vous avez une idée. Que toutes ces langues, en fait, remontent à la même origine. Et la langue la plus ancienne, c'est l'akkadien. Nous reverrons. Par exemple, si je prends la racine, comme j'ai dit, consonantique, où seules les consonnes sont importantes, que, te, be, on a la même chose en hébreu et en arabe. En hébreu, j'écris au présent, kotev.
j'ai écrit katafti. C'est écrit katouv. Et vous voyez en arabe mektoub. C'est écrit, c'est pour parler du destin. Hein. C'est écrit, ça veut dire c'est ce qui va arriver. Bon. Un écrivain, kateb. Un livre, ktab. Le verbe écrire, kataba. Je fais attention de prendre des exemples de l'arabe littéraire. Et ici, c'est l'hébreu moderne. Une adresse, ktovet. Et vous voyez qu'il y a une le B devient V selon sa position dans le mot. Donc, ktovet au lieu de ktobet. Hein? Kotev, mais en réalité, c'est la même racine. Alors, j'ai choisi aussi des mots très usuels. Le mot soleil se dit shemesh en hébreu, avec l'accent tonique sur la bande derrière, et shams, parce que là aussi, sont interchangeables en arabe, se et che. Après, yom, on a le même mot. Zayt, pour l'olive, zaytoun, école, midrasha, on s'en sert pas vraiment, on a un autre mot calqué sur l'allemand, la maison du livre, et j'ai découvert qu'en acadien, on disait aussi la maison du livre pour dire l'école. Hein, vous voyez, c'est très intéressant. Et en arabe, madarsa, yeled, walad, le père, av et ab. Donc vous verrez que moi, quand j'écoute l'arabe, je sais au moins de quoi on parle. On ne peut pas me raconter des histoires. Alors voilà l'acadien. J'ai pris les chiffres dans les 7 langues. Talat en acadien pour 3. Après ogaritique tlat. Et puis là en hébreu shalosh. Parce que c'est en transcription phonétique. Et on arrive à l'arabe. Talat. Et je prenais mes élèves d'hébreu et les élèves d'arabe de ma collègue chaque année et nous faisions un cours ensemble pour qu'ils entendent au moins la similitude des sons entre l'arabe et l'hébreu. Et ça, c'est très important parce que beaucoup ne savent pas, même ceux qui apprennent l'arabe, que l'hébreu ressemble. Moi, quand j'ai commencé mes études d'arabe en stage accéléré avec un professeur venu de Syrie, enfin qui enseigne l'arabe dans un lycée à Marseille, dès qu'elle ouvrait la bouche pour nous donner un mot nouveau, vite je traduisais. Elle ne comprenait pas, j'étais une débutante. Comment ça se fait que je comprenais? Ben oui, parce que j'avais l'oreille, et à partir des consonnes, je comprenais le mot. Alors, je vous ai pris aussi des animaux. Et je les ai écrits en hébreu et en arabe, là, mais Avaza, pareil, en hébreu, Avaza, pour la loi. Kamal, Jamal. Arnav, Arnab. J'ai mis en bleu l'hébreu, vous voyez, Chamor, Chmar. Keleb, Kalb. Et quand vous dites un klebs, vous parlez l'arabe sans le savoir. Et là, vous avez Namer, Namir en arabe. Mais il y a encore mieux. Quand moi, je suis arrivée en Égypte et j'ai voulu photographier justement les inscriptions dans une vallée où il y avait plein de rochers couverts d'inscriptions, les Bédouins qui m'accompagnaient m'ont surnommé la folle des inscriptions. Donc, ça a donné Majnouna Mokattab. Comme ça, vous savez comment les Bédouins m'ont surnommé. Au lieu de dire Magnouna, dans les pays d'Afrique du Nord, Magnouna, qui veut dire folle, en Égypte, on dit je, et pas ge, donc c'est devenu Majnouna Makat. Alors, qu'est-ce qu'on constate aussi, parce que j'ai édité une affiche que j'ai offerte à votre lycée. Ici, j'ai mis, c'est la première fois, au moins je suis originale pour ça, j'ai mis côte à côte l'hébreu et l'arabe. C'était ma façon de dire, ils sont ensemble. Et il y a des lettres qui se prononcent exactement de la même façon. Donc, si vous voulez, on a l'œil, qui est à l'origine de la lettre, la même chose en arabe, sin, shin et shin, etc. Ko, aussi, il y a beaucoup de sons qui ont disparu parce que, si vous voulez, les juifs des pays arabes
ne voulaient plus qu'on les considère orientaux, alors ils ont commencé à prononcer à l'occidental et à perdre les sonorités gutturales. Mais moi, quand j'ai enseigné l'hébreu, je faisais l'effort de prononcer à l'oriental pour leur éviter de faire des fautes d'orthographe. Hein, c'est comme dans la dictée, là, les moutons, ils prononcent le S pour qu'ils sachent qu'il faut mettre un... Bon. Alors là, j'ai choisi un style très très beau, le style Tulut, pour l'arabe, parce que vous savez qu'en arabe, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de caractère d'imprimerie. On continue à écrire avec une écriture cursive et qui figure même sur les machines à écrire et sur les ordinateurs, mais il n'y a pas de caractère d'imprimerie. Alors, ben oui, c'était la dernière pour s'arrêter. Alors j'ai créé cette exposition qui peut-être va venir chez vous, et donc là j'ai mis salam et shalom pour bien montrer que c'est les mêmes lettres, mais qu'on prononce ce et pas che pour dire bonjour, qui en fait veut dire le mot paix. Donc quand on dit salam aleikum, c'est la paix soit sur vous, et en hébreu shalom aleichem. Voilà. Alors maintenant, d'où vient notre alphabet? Là, c'est très très complexe. Parce que vous avez toutes ces branches de couleurs, des familles de langues à travers le monde. Vous avez une famille très importante en marron, l'indo-européen. Et dedans, vous avez l'italique, donc en fait les langues romanes comme le français, l'espagnol, etc., puis les langues germaniques. Mais on arrive aussi à trouver des langues qui n'ont pas de famille, vous voyez, géorgien, coréen, isolé. Et on a même le basque, qui est une langue isolée. Je vais vous la trouver. Voilà, le basque, qui est parlé en France. Et l'étrusque. On ne sait pas l'origine. On ne sait pas encore tout. On peut lire l'étrusque, mais on ne sait pas d'où vient la langue. On ne connaît pas la langue. Donc on connaît l'écriture, on connaît les sons, mais on ne peut pas lire. Il y a aussi ce problème. Alors nous allons un peu évoluer dans cette famille afro-asiatique et voir que l'idée que vous allez retenir quand je serai parti, que l'alphabet est né dans la famille des langues sémitiques. J'avais même fait un panneau très provocateur un jour dans une exposition, j'avais intitulé « Ce sont les Sémites qui ont inventé l'alphabet ». Pensez dans un pays où la majorité est de droite, à Nice, quand ils ont vu ça, ils étaient contents. Mais c'est surtout, il y a un arabe qui a trouvé ça génial. Alors lui, il a carrément ajouté quelque chose, il m'a collé, je ne me souviens plus, un mot d'arabe sur mon panneau. Lui, il l'a trouvé très bien. Alors, ça, c'est encore plus complexe. Encore plus complexe. Vous allez voir que ce sont toutes les écritures du monde qui ont été classées par système. Mais moi, pour vous éclairer, pour vous simplifier un peu les choses, j'ai mis écriture complexe, système syllabique et alphabet. Puisque nous allons nous occuper surtout de ces branches jaunes poussins des écritures alphabétiques, mais où on ne note que les... C'est ce qu'ils notent. En arabe et en hébreu, on ne note que les consonnes. C'est seulement les Grecs qui vont ajouter ici, quand ils vont emprunter l'alphabet aux Phéniciens, ils vont ajouter la notation des voyelles. Donc en arabe et en hébreu, encore aujourd'hui, on ne note pas les voyelles. Pratiquement pas. On note les voyelles longues, mais pas les voyelles brèves. Et c'est une difficulté pour la lecture, mais d'un autre côté, donc, on connaît la langue et à ce moment-là, on sait lire. Mes élèves apprenaient par cœur le texte avant de pouvoir ouvrir le livre et comme ça, ils trouvaient facile. J'ai toujours enseigné sans voyelles pour qu'ils puissent après ouvrir un journal et s'y retrouver. Pas évident. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si vous regardez bien, ici vous avez l'écriture égyptienne qui prend sa naissance aux alentours de 2300 avant Jésus-Christ. Parallèlement, à peu près à la même époque, 2300 et même 350 peut-être, c'est l'écriture cunéiforme. Mais je ne vais pas vous en parler du tout parce que le temps est
limitée, et d'autre part, l'alphabet est né à partir des signes égyptiens. Les Cananéens empruntent quelques signes aux Égyptiens, mais ils ne prononcent pas les mêmes sons. Ils parlent une autre langue. Et à ce moment-là, ils sélectionnent que 30 signes, et après les Phéniciens, 22 signes, etc. Et ce sont les différents alphabets qui vont dériver de ce même tronc, tronc commun, le cananéen. Alors, le génie des langues d'Olgopolski, je vous le montre, je l'ai invité, c'est celui qui m'a donné le document précédent. Pardon. Le document précédent, même mieux, celui-ci, il est nommé là, en fait, parce que, vous voyez ici, il a inventé, avec un groupe de Russes, une langue hypothétique, une langue reconstruite, qui s'appelle le nostratique. Ça va vous intéresser peut-être, certains d'entre vous. Vous ouvrirez le dictionnaire du nostratique sur Internet et vous trouverez le nom de Dolgopolski, c'est-à-dire des mots qui seraient à l'origine de langues qui n'appartiennent pas obligatoirement à la même famille, à la fois afro-asiatique, mais aussi indo-européenne. Alors il a pris papa, maman, maison, etc., et même les pronoms personnels. C'est très intéressant. Anachnu en hébreu, nous, nachnu en arabe, et vous dites nous en français. Vous voyez, il a vu quelque chose. Bon, ce n'est pas adopté par tout le monde, mais ça fait bien, ça vous donne une idée. Et ce théoricien, donc, m'a donné cette classification de toutes les écritures. Et vous allez voir, il y a un petit ticket de métro, là. C'est logarithmique. Le ticket de métro, c'est parce qu'il y a un alphabet de 30 signes, et parmi les 30 signes, il y a 3 syllabes. A, I, OU. Une voyelle, c'est une syllabe. Alors que tous les autres, c'est des consonnes. Intéressant. Alors, je continue. En fait, toute l'histoire de l'alphabet se déroule au bord de la Méditerranée, au Proche-Orient. Et donc, vous voyez surtout la concentration des écritures entre 3000 et 1000, énormément d'écritures, l'écriture cunéiforme, égyptienne, les écritures crétoises, hiéroglyphes, on n'a même pas déchiffré le hiéroglyphe A, on a déchiffré que le linéaire B, les hiéroglyphes hittites, donc hiéroglyphe veut dire signe sacré, donc vous savez qu'on dessinait des images, mais on n'a pas tout déchiffré. Et puis l'écriture dont je viens de vous parler, l'alphabet cunéiforme d'Ocarit, mais ce qui nous intéresse, c'est le numéro 7, tout petit, et qui est représenté par cette petite statuette là, qui est au British Museum, et qu'on a découverte au cœur du cinéma. Alors maintenant, je vous montre. Évidemment, dans le croissant fertile, vous apprenez tous en sixième ce que cela signifie, à savoir une région arrosée par des fleuves où des civilisations prestigieuses ont créé des villes, des cités, et c'est là qu'est née l'écriture. Mais la spécificité de l'alphabet, c'est non seulement un système simple de communication qu'on peut apprendre par cœur, parce qu'il n'y a pas plus de 30 signes, mais aussi on peut écrire beaucoup de langues. Vous voyez bien l'alphabet latin qui sert à transcrire beaucoup de langues. Donc il faut bien faire la différence entre langue et écriture, car par exemple le turc a été d'abord écrit en caractère arabe, et puis avec la réforme d'Atatürk, on a décidé d'implanter l'alphabet latin pour noter une langue qui n'est même pas sémitique. Donc l'alphabet latin avec des signes diacritiques. Ça, on verra des signes pour faire la différence entre telle lettre et telle autre. Alors, les premières étiquettes, ça veut dire les attestations les plus anciennes de l'écriture en Égypte, constituées en 3100, on a fait remonter jusqu'à 3250. Elles ont été trouvées dans un cimetière, un immense cimetière où étaient enterrés les nobles, les rois, donc la nécropole d'Abydos. Et on voit déjà sur ces petites étiquettes en bois ou en ivoire des oiseaux. C'est le prochain livre que je vais écrire, c'est-à-dire les oiseaux, signes d'écriture. On voit des cigognes là. Et
On ne sait pas tout déchiffrer, mais on voit surtout ici un cobra assis sur deux montagnes. Et on verra que le cobra, c'est déjà un signe phonétique. Ça veut dire que les Égyptiens, dès le début de l'écriture, ont su isoler des signes qui correspondaient à des sons. Ce ne sont pas que des images. Le cobra se prononce je. Vous le verrez sur un autre document. Alors, par exemple, aussi, sur la palette de Narmer, dont j'ai ici la copie, puisque je l'ai fabriquée par un sculpteur, on a une indication à l'aide du poisson silure et ici un stylet, c'est-à-dire un outil pour graver dans la pierre, le nom du roi qui est représenté ici. C'est le roi Narmer. Le poisson silure, Nar, et le poinçon là pour graver mer. Donc c'est comme un rébus. Vous écrivez chapeau avec des images, vous dessinez un chat, vous dessinez un pot de chambre ou un pot de fleurs, mais vous prononcez chapeau, ce qui n'a rien à voir avec le chat ni avec le pot. Mais ici, vous avez déjà des signes d'écriture phonétique, c'est-à-dire le bassin d'eau, là, c'est le son ch. Et ça, vous avez vu, c'est une inscription qui remonte très loin, 4e millénaire avant Jésus-Christ, donc à peu près la même période que les petites étiquettes. Là, cette stèle, si vous allez à Paris voir le musée du Louvre, elle se figure là. On l'a appelée longtemps la stèle du roi serpent, mais en réalité, c'est un roi dont le prénom, enfin le nom commence par Je, vous voyez, Jet. Donc, maintenant on en est à Wadji, parce qu'on s'est aperçu qu'il notait parfois la consonne qu'on entendait le plus, et il laissait tomber les autres. Mais on a aussi une représentation du faucon en russe qui indique que le roi, dont le nom est inscrit là dans le serer, c'est-à-dire la façade du palais avec les colonnes, il est un roi protégé par les dieux, le dieu Horus. Alors, dès le début, on trouve aussi déjà cette petite vague pour noter le son N. Après, on trouve une vipéracorde pour noter le son ou parfois v, parce que ce sont toutes les deux des fricatives. On frotte, vous voyez, on fait vibrer les organes phonatoires. Alors, vous remarquerez que les Égyptiens, une fois qu'ils avaient dessiné un signe, ils étaient persuadés qu'elle était vivante. D'ailleurs, vous la voyez, elle vous regarde, cette vipère. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui coupaient la tête pour être sûr qu'elle ne les pique pas. Ce qui veut dire qu'il y avait une fascination chez les Égyptiens, et c'est d'ailleurs pourquoi on a appelé les signes sacrés. Les Grecs qui ont observé cette écriture ont appelé les signes égyptiens les signes sacrés. Hiéro veut dire sacré, glyphe, signe gravé. Les hiéroglyphes. Le signe monolithaire qui veut dire une seule lettre, c'est le roseau fleuri qui note le son I, et quand on le redouble, il note le son Y. Donc déjà, ou voyelle, ou entre les deux, semi-consonne, semi-voyelle. Et le vautour, Champollion qui a déchiffré cette écriture l'a tout de suite classé, il a dit le vautour percnoptère, il a beaucoup étudié le nom des oiseaux qui vivaient en Égypte, et c'est un signe passe-partout parce qu'en fait c'est pas du tout une voyelle, c'est une attaque, comme le A dans Allah, pour dire Dieu en arabe, et Aleph aussi en hébreu, donc c'est un coup de glotte. Et en fait, il note tantôt A, tantôt E, tantôt O. Dans Cléopâtre, dans le nom de la reine Cléopâtre, on a deux vautours. Et le petit oiseau, le plus petit, la caille d'aiglé, elle note aussi parfois tantôt voyelle, tantôt consonne ou semi-consonne. Vous voyez ici W, O et OU. Et on a la même chose en hébreu et en arabe.
Walad, par exemple, hein, c'est le we pour dire l'enfant. Et on a le vav en hébreu qui tantôt se prononce o, tantôt ou, tantôt we, parce que dans l'hébreu biblique, on devrait prononcer we et pas ve. Alors vous voyez que déjà les Égyptiens avaient un seul signe pour noter ces trois sons. Et la chouette, vous retiendrez facilement qu'elle note le M parce qu'on voit ici, ça c'est le moyen mnémotechnique, parce que quand je reviendrai, je pourrai composer tous les prénoms des élèves en caractère, enfin hiéroglyphe égyptien. Donc, pourquoi ont-ils choisi la chouette? Alors les linguistes se disent peut-être parce que le cri de la chouette c'est mou, mou, la nuit, alors peut-être ils ont attribué pour le M. Alors, on va plus vite. Vous vous apercevrez que même dans un mot simple, pour dire pleurer, il y a trois signes, deux signes consonantiques, R, la bouche ouverte, la chouette pour le M, mais comme on note pas la voyelle, alors il faut savoir de quoi il s'agit. Alors on ajoute à la fin un œil qui pleure et on sait que c'est le verbe pleurer. On appelle ce signe qu'on regarde mais on ne prononce pas un signe déterminatif. C'est pas aussi simple. Hein? Alors, même l'œil, oui. Pourquoi la bouche comme symbole pour les... Parlez plus fort parce que j'ai un problème d'audition. Pourquoi la bouche dans le symbole pleurer? Pourquoi ont-ils choisi la bouche? Oui. Alors ça, je ne peux pas vous dire. Alors, c'est quand même une bonne question. Parce que vous verrez que les Cananéens, quand ils choisissent justement la tête humaine, elle commence par la lettre R. Roche en hébreu, Ras en arabe, donc Rachou en cananéen, c'est la première lettre qui compte. Donc là, il faudrait que je retrouve comment on dit le mot bouche en égyptien. Peut-être que ça figure dans mon affiche, mais je ne l'ai pas appris par cœur. Mais c'est une très bonne question. Parce que c'est justement comme ça qu'on choisit un signe dont on ne prononce que la première consonne que les Cananéens ont inventé l'alphabet. Oui, j'aime beaucoup vos questions. Alors, vous voyez que l'œil, il peut être indiqué pour le verbe voir, un idéogramme. Regardez, on va ajouter l'arcade sourcilière. Les trois larmes, on l'a vu pour le verbe pleurer. Mais quand on dessine l'œil avec une décoration, vous voyez, comme une femme qui se maquille et qui ajoute, à ce moment-là, c'est l'œil de la divinité. Et on voit beaucoup ce signe sur les sarcophages. Alors, je viens de feuilleter hier sur Internet, il y avait une exposition que j'ai ratée, là, je ne peux pas être partout, sur la musique dans l'Antiquité, c'était au Louvre-Lens, et ils ont montré cette image qui est remarquable, parce que non seulement vous avez une inscription ici qu'on lit de haut en bas, mais tantôt de droite à gauche, il faut regarder dans quelle direction se tourne l'animal, et Champollion a deviné qu'il fallait lire quand il y a trois signes allant à la rencontre de l'animal, tandis qu'ici, vous voyez, il y a d'autres parties où c'est dans l'autre sens, vous voyez, même ici. La petite caille de blé, elle est tournée par là. Alors, et là, vous avez le signe en miroir deux fois de la divinité, et puis là, encore un N, et ce sont les paroles dans le texte que chante le harpiste à la divinité avec le soleil sur sa tête. Donc le faucon en russe, vous voyez, avec son bec et son œil. Alors, comment font-ils pour inventer l'alphabet? Vous m'avez avancé dans cette histoire en posant la question. On retrouve des inscriptions à la fois ici, dans le Sinaï, où je suis allée les photographier, mais je rêve d'y aller ici, dans la vallée des rois. Il y a un petit défilé qu'on appelle le défilé de la terreur, Wadi el-Khol, ce qui veut dire que finalement, les Cananéens ont commencé à écrire, quand ils venaient en Égypte pour vendre leurs marchandises, ils ont laissé des traces. Alors, on va voir, là, c'est le site le plus riche en inscriptions dans la montagne, sur le plateau de Sravit al-Khadim.
c'est les ruines qui restent de ce sanctuaire à la déesse Rator, la déesse qui protégeait les mineurs qui partaient au loin, creusaient dans la montagne et cherchaient la turquoise, la pierre précieuse. Et là, je vous montre déjà une inscription, vous la voyez très peu, mais je vais vous en donner les détails. Vous voyez la tête de bœuf, la maison, ça descend, puis après vous allez voir des têtes humaines et une vague. C'est très difficile à photographier à l'intérieur, même avec un flash, mais vous allez voir, je vais vous donner le détail. Donc ici, on voit parfaitement la vague, et comme ils ne parlent pas la même langue, ils copient certains signes des signes égyptiens, mais ils prononcent autrement. Pour dire « O », Mayema, en hébreu « Mayim » et en arabe « May », Maï, selon, vous savez, les voyelles changent selon les régions, eh bien, ils vont dessiner une vague et prononcer M. Et puis là, la tête de bœuf, c'est l'attaque Alpou, donc ça va noter la fameuse attaque. Là, c'est Lamdou, l'aiguillon à bœuf, et Baïtou, la maison. Donc, alphabet ne vient pas de alpha bêta directement, mais de Alpou Baïtou. Bœuf, maison, vous retiendrez au moins cette idée. Hein? Même si vous avez trouvé que la conférence était trop longue, vous retiendrez quand même 3 idées principales. Alors, cette petite statuette, elle fait à peine 30 cm de long, je vous l'ai agrandie pour que vous voyez bien les signes qui sont là, que je répercuté ici. C'est en cananéen Baalat. Baal, on sait que c'est un dieu cananéen, et le féminin avec un T. Alors, comment ils font? Ils dessinent justement un aiguillon à bœuf qui se dit Lamdou, mais ils ne retiennent que la première lettre. On appelle ça le système acrophonique. Acro qui veut dire le début, la tête, et le phonique, le son. Le son de la début du mot. Ba'a, Baït, on retient que le B. Le, Ba, et alors là on devine aussi les voyelles. Ba'alat, alors l'œil, Aïn, là on voit bien un œil. Lamdou, Taou, le T pour Taou, le signe. Mais on prononce les Ba'alat. Alors je vais plus vite parce que vous venez d'introduire le sujet. Un aiguillon à bœuf, Lamdou, on ne retient que le L. L'autre côté est bilingue. On a à la fois en égyptien le nom de la déesse Khat Khor, la maison d'Horus. Donc Horus, le faucon, à l'intérieur de la maison, ça vous le voyez. Donc c'est effectivement le fameux système du rébus. Bon. Mais en cananéen, on a le nom de la déesse dessous. Alors là, je vous donne les deux côtés. Donc, d'une part, vous avez Me'aheb, c'est très beau ce fameux petit homme qui lève les bras. Dans la culture égyptienne, c'est celui qui crie Hey quand on lui annonce qu'il aura la vie éternelle, quand il est dans l'au-delà et qu'on pèse son cœur et on voit qu'il a fait que des bonnes actions. Tandis que chez les Cananéens, c'est le H aspiré. Est-ce que vous devinez, si je lui enlève le corps, quelle lettre ça va devenir? Vous la tournez? Le E. Voilà, vous commencez à voir déjà à travers. Et le même, vous devinez ce que ça va devenir? Il perd une vague et ça devient le... En latin? Quelle lettre? Avec 2 vagues et pas 3. M. M, absolument. Alors, tout va bien, vous êtes déjà alphabétisés. Alors, nous comparons les dessins. Bien sûr que les Cananéens font des graffitis, on appelle ça veut dire ils gravent, mais d'une manière très simple, les éléments. Hein. On voit quand même la forme de l'œil avec l'iris. La tête, là, elle est plus élaborée, là, elle devient... On voit juste le front. Le petit homme, il lève les bras, mais on dirait qu'il est assis. Et puis là, la tête de bœuf. Ça, c'est la plus belle que j'ai introduite dans mon logo. Bon. Mais nous allons plus loin, c'est-à-dire que dans le même...
dans le même tableau, je note à la fois l'origine phénicienne, le cananéen et là le phénicien. Parce que jusqu'à maintenant, on attribuait toujours aux Phéniciens l'invention de l'alphabet. Non, les Phéniciens élaborent un système de 22 lettres, tandis que les Cananéens en avaient déjà 30. Beaucoup plus. Et puis, ils donnent une forme définitive, en quelque sorte. On trouve des inscriptions beaucoup plus longues. Donc, très peu d'inscriptions en cananéen peuvent nous donner une idée de véritable système. Mais tout de même, on a trouvé des inscriptions dans pratiquement toute la région du Levant, ça veut dire du Proche-Orient. Alors, regardez par exemple, ce qui est intéressant, c'est que là, pour prononcer la gutturale en ayin, en égyptien, c'était l'avant-bras avec la main ouverte, tandis qu'ici, on ne voit presque plus la forme d'origine. Tandis qu'ici, oui, on voit la main, ici, pour dire paume de la main en arabe, on dit kaf, en hébreu pareil, kaf, et en cananéen kaf. Et on a donc le K qui vient de ce signe phénicien. Alors, je suis allée jusqu'à Bir Nassib, je me fais une erreur là, vous voyez, brille, j'ai interversé parce que j'étais fatiguée. Donc, c'est un des villages de bédouins en plein cœur du Sinaï, et quand on passe d'une vallée à l'autre, on monte jusqu'au col, et sur ce col, on voit côte à côte une inscription égyptienne qui raconte combien de mineurs sont venus chercher de la turquoise dans la montagne. Et puis à côté, on voit ici la tête de bœuf dont je vous ai parlé et la vague. Côte à côte, ils écrivaient. Donc ils finissaient par vivre ensemble et même prier ensemble. C'est comme ça qu'on a trouvé cette sphinge avec les deux écritures sur la même petite statuette. Là, je vous ai agrandi et je vous montre comment je l'ai introduit dans le logo qui symbolise le bassin méditerranéen. Ici, vous avez donc la tête de bœuf Alpou, Alpha, mais au début, c'était le phénicien, emprunté tel quel par les Grecs, le A latin, le Aleph hébraïque aujourd'hui, et le Alif arabe. J'ai eu cette idée un jour, j'étais débutante en informatique, mais il y avait un outil, et puis j'ai créé le logo. Alors voilà, je vous présente parce que c'était les Bédouins qui m'ont accompagné. L'un m'a reçu, c'était sous une tente, ça c'était mon guide, et puis le chauffeur. J'étais donc perdue au milieu des sables, j'ai dormi à la Belle Étoile, mais j'étais heureuse comme tout parce que j'ai vécu un peu à la manière des nomades. Et ils étaient tellement heureux de m'entendre parce que ils ont compris que j'étais là pour vivre un peu, partager leurs habitudes. Je n'étais pas venue en touriste, en étrangère, pour observer, mais pour vivre. Et je vous assure qu'ils chantaient presque frère Jacques, à un moment, pour me montrer. Je leur ai dit à la fin que j'étais israélienne, parce que c'était pas évident, même si on a signé un accord de paix avec l'Égypte, il y avait quand même beaucoup d'hostilité dans la population. Mais bon, j'ai affronté tout ça. Alors, on résume. On a donc la vague à l'origine, qui était comme ça chez les Égyptiens, très régulière, vous voyez. Ils font attention au côté esthétique, ça j'insiste dans un lycée qui travaille sur le style graphique, sur le graphisme, tandis que les Cananéens, c'est à peu près. Et puis petit à petit, la lettre prend forme et du grec, on arrive au latin. Ici, c'est l'araméen qui va donner l'hébreu carré d'aujourd'hui et par l'araméen, le même araméen, le mime arabe. Donc nous disons même en hébreu et mime en arabe. Bien sûr, les lettres, vous voyez, en arabe sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus arrondies, parce que c'est toujours une cursive. Tandis qu'en hébreu, on appelle d'ailleurs cet hébreu l'hébreu carré. Bon. Alors la même chose, je vous ai dit, Rash, Rachou, la tête, qui va donner le R. Désormais, vous saurez que le R, notre R, garde le front de la tête. Ce livre de Ada Yardeni, je l'ai offert au lycée, donc vous pourrez le consulter. Ça, c'est le R, Reish en hébreu, et Ra en arabe. Hein, vous ne pouviez pas deviner que finalement,
nous avions un tronc commun, au moins à travers l'écriture. Ça veut dire que l'alphabet est né dans la famille des langues sémitiques, mais que le grec et le latin ont hérité de ce système. Et la même chose pour la maison que je vous ai montré sur la statuette. Là, c'est très régulier avec une entrée en Égypte. Là, Ada Yarden a dessiné plus ou moins une maison. Et vous voyez comment, petit à petit, parce qu'elle a relevé dans plusieurs inscriptions archaïques, et elle est arrivée donc à ce B avec 2 boucles à partir de la même maison. Et puis, vers l'araméen, on a le Bet hébraïque et le Ba arabe. Vous savez qu'il y a au moins 3 formes différentes en arabe, selon que la lettre est isolée, à l'initiale, au milieu du mot et à la fin. Hein, il faut pour ça beaucoup d'apprentissage. Alors là, je vous remontre encore effectivement l'évolution, mais le problème, c'est surtout le changement de prononciation. Peur, père, par O. D'ailleurs, la maison du roi, donc, c'est le pharaon, ça vient de maison, vous voyez. Et Hai est devenu H aspiré qui va devenir le E. Donc de consonnes, on va changer en voyelles en grec parce que les Grecs ont besoin de noter les voyelles. Alors ça, c'est une inscription exceptionnelle qu'on a trouvée justement en Égypte. Et vite, j'ai trouvé sympathique d'abord ce bœuf, celui-là on dirait un messager, et j'ai comparé aux lettres, aux signes qu'on a trouvés dans le Sinaï et aux hiéroglyphes égyptiens. Donc je passe très vite, mais vous voyez le travail intéressant pour montrer qu'il y a un rapport direct entre les hiéroglyphes égyptiens, mais uniquement pour le graphisme, mais pas pour la prononciation. Voilà, alors on continue vite, on s'aperçoit que les consonnes sont importantes dans que, qui vient de kaf, le de l'amdou, de l'aiguillon à bœuf, B, baitou, et du coup vous avez de haut en bas le mot Caleb. C'est un personnage biblique qu'on retrouve, et puis c'est le mot chien, hein, calme. Alors là c'est déjà un exercice d'élève qui a voulu apprendre à écrire l'alphabet. La direction d'écriture n'est pas encore fixée. Au XIIe siècle, on voit Isbeth Sarta, on a trouvé ce petit morceau d'argile, et de gauche à droite, les 22 lettres déjà. Vous reconnaissez une lettre qui nous appartient là? Elle est couchée, elle dort, mais... Vous voyez la première lettre? A. Bon, mais c'est Aleph en réalité. Donc si je récite, je dis Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Kaf. Vous voyez la paume de la main. Et la dernière, vous vous souvenez, le T. Vous voyez déjà le T. Et l'œil, si on enlève l'iris, alors qu'est-ce que ça devient? O. Et effectivement, les Grecs n'ont pas ce son raïn guttural, donc ils disent on ne peut pas lire sans voyelle, alors ils vont convertir ce raïn en O. Nous sommes d'accord. Vous savez donc lire à la fois le sémitique et le grec. Alors là, j'ai pris des timbres formidables. En Israël, ils ont décidé de montrer l'origine du Aleph, tête de bœuf, vous voyez. Tout ce que je vous raconte, on l'a édité en timbre. La main, yad, c'est le yod. Donc parfois, quand moi je récite l'alphabet en hébreu, je dis quand même des mots qui font allusion au dessin d'origine. Ce qui n'est pas le cas en alpha, bêta, les Grecs ils récitent dans le même ordre, mais on doit terminer. Mais on va terminer, bien sûr. Alors là, vous avez déjà une inscription très belle en phénicien. Pour terminer, je vous montre que là, il n'y a que 22 lettres. Hein, vous la verrez dans la fiche. Et puis, j'accélère encore et je vous montre toutes les écritures qui vont naître du phénicien, l'araméen, le grec, même le géorgien et l'araménien dérivent du grec, l'étrusque et le latin. Bon.
Alors là, je récite les 5 premières lettres qu'a écrites un petit élève aussi sur les marches d'une maison. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Mais si je récite en grec, puisque les Grecs ont adopté les mêmes signes, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Vous vous souvenez, le E, c'était le petit bonhomme qui lève les bras. Bon. Alors on arrive avec l'évolution du A, facile. On l'a retrouvé dans Ada Yardeni qui est sur la table. Hein, comment on arrive au Aleph et au Alif. C'est bizarre quand même que le Alif et le Aleph viennent de la tête de bœuf. Mais là, vous avez toutes les étapes intermédiaires. Très intéressant, vous voyez, y compris la boucle. Sans commentaire, parce que vous voyez déjà tout ce qu'il y a. Un exercice de collier. Je pourrais effectivement m'arrêter sur les caractères hébraïques actuels qui sont plus tardifs, qui ressemblent plus aux Phéniciens du tout, au retour de l'exil de Babylone. Les Juifs, les habitants du royaume de Juda ont été exilés en Babylonie. Quand ils sont revenus, ils ne parlaient plus l'hébreu, ils parlaient l'araméen. Alors du coup, ils ont emprunté l'écriture araméenne aussi. Et puis après seulement, ils ont élaboré cette écriture magnifique qu'on voit dans les manuscrits de la Marmande. Voilà, alors je crois que oui, je vous montre que les images, mais sans commentaire. Là, vous avez la filiation pour montrer une dernière fois comment de l'araméen par le nabatéen arrive l'arabe, mais aussi l'hébreu carré. Vous voyez, tout nous rapproche. Tout nous rapproche.